Vous connaissez le proverbe, quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. J'ai eu envie d'appliquer ça, en plus c'est dans la philosophie de la chaîne. Normalement, des vidéos de connaissances digérées, des vidéos qu'on peut improviser, parce que Nassim Nicolas Taleb disait « N'assistez pas à un cours fait par un prof qui pourrait pas l'improviser. Parce que s'il peut pas l'improviser, c'est juste un petit con qui lit ses slides PowerPoint qu'il a appris la semaine précédente, et en réalité, il connaît à peine mieux le cours que vous. L'idéal, bien sûr, c'est de la connaissance incarnée, profonde. La vie m'a pas donné des citrons dernièrement, mais elle m'a donné un rhinovirus carabiné. Alors au lieu de me mettre en PLS et de pas faire de vidéo, je me suis dit justement que j'allais vous faire une vidéo pour vous donner une culture en virologie, une culture en biologie. Je vois que c'est nécessaire parce que même des médecins ne l'ont pas, cette culture. Pour moi, c'est parfait comme contexte. Justement, d'ailleurs, le contexte, c'est une amie qui prend un rendez-vous pour Doctolib. Elle a une rhinopharyngite saisonnière, ce que les Américains appellent le common cold. Et cette rhinopharyngite saisonnière, évidemment, ça va nécessiter pour elle un arrêt parce qu'elle est plutôt fluette et fragile. Ce n'est pas évidemment une balle perdue pour elle. Et à partir de là, elle consulte sur Doctolib. Il se trouve que moi aussi, j'ai eu une rhinopharyngite un mois plus tard, donc cette anecdote m'est revenue. Et sur Doctolib, vous avez cet médecin qui lui dit alors le mieux, c'est que vous vous fassiez vacciner contre le coronavirus et vous vous sentirez mieux. Bon, ça m'a foutu hors de moi, mais on va quand même faire une nuance. Ici, on fait du vrai journalisme, d'accord? Dans le vrai journalisme, pour une info importante, il faut 3 sources, pas une, pas deux, 3 sources indépendantes. Là, j'en ai qu'une, donc je ne vais pas vous dire que ce que je viens de vous déclarer s'est passé, j'ai qu'une seule source. J'ai cet ami qui m'a montré son rendez-vous Doctolib et qui m'a sorti ça, mais j'ai pas 3 sources, donc pour l'instant, on va partir du principe que c'est hypothétique. Hypothétiquement, supposez qu'un médecin généraliste vous sorte une connerie pareille. Bon, c'est de la charlatanerie, c'est de la charlatanerie aggravée. Quand vous avez déjà une rhinopharyngite, un rhinovirus ou un adénovirus ou tous les virus qui peuvent vous causer des états grippaux et des symptômes de rhinopharyngite, ça sert évidemment absolument à rien de se faire vacciner contre une souche ancienne d'1 an ou 2 du SARS-CoV-2. Par-dessus, sachant qu'en plus un vaccin est évidemment inflammatoire, ça n'a absolument aucun intérêt, on est dans la charlatanerie aggravée. Mais bon, on va partir du principe que l'anecdote que je vous ai racontée est purement hypothétique. Au moins, ça pourra servir de leçon à d'autres généralistes, voire même des médecins qui sont plus spécialisés, pour bien leur rappeler que ça c'est de la connerie, qu'à aucun moment il faut sortir à un patient qui a une rhinopharyngite, ouais, faites-vous vacciner contre le Covid, ça ira mieux. C'est du flan de la bullshit. Bon. Évidemment, le sujet de cette vidéo, c'est de vous donner une culture sur les variants, sur pourquoi les virus mutent en fait, pourquoi évidemment, quand vous aviez une Karine Lacombe qui vous sortait que les variants n'existaient pas, elle était complètement au-delà de sa zone de compétence, qui me semblait déjà limitée de base, mais passons. Et pourquoi, bien sûr, quand vous avez des Olivier Véran ou d'autres qui vous disaient aussi, qui sous-entendaient que les variants n'existaient pas, vous aviez des médecins qui connaissaient pas leur travail, parce qu'en réalité, leur culture en virologie, elle est quasiment inexistante. Bien sûr, un rasoir de Hanlan oblige, on va pas attribuer à la malveillance ce qui peut être attribué à la connerie. Cependant, Olivier Véran peut tout à fait être soupçonné à la fois de connerie et de malveillance, donc ça rend finalement les conclusions encore plus difficiles à tirer. Dans la vraie vie, pour les vrais virologues, les virus mutent, et c'est un sujet absolument fascinant. C'est la raison pour laquelle on chope des maladies saisonnières, des grippes saisonnières, des rhinovirus saisonniers, des entérovirus, très proches des rhinovirus par ailleurs, saisonniers aussi, et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'on ait été infecté une première fois, on le rechoppe chaque année, parce qu'il y a énormément de variants. En réalité, c'est un problème de crypto. C'est exactement comme hacker un code Wi-Fi avec quelqu'un, votre cible, qui change son code Wi-Fi régulièrement, et bien sûr, son code Wi-Fi est aléatoire. En l'occurrence, le code Wi-Fi, c'est la protéine antigénique du virus qui doit être reconnue par notre système immunitaire acquis et qui, elle, va muter profondément dans une course en réalité que nous ne pouvons pas gagner dans l'absolu parce qu'un virus, son seul et unique job, c'est de survivre au système immunitaire. Alors que notre système immunitaire, il a plusieurs jobs. C'est pas seulement de choper les virus, il doit aussi s'occuper des cellules cancéreuses et il doit aussi éviter les maladies auto-immunes. Si notre système immunitaire est trop précis, trop efficace, vous prenez le risque, vous augmentez le risque qu'ils se mettent à taper vos propres organes, comme par exemple dans les néphropathies à IgA, où vous avez votre propre système immunitaire qui se met à attaquer vos glomérules. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que les virus n'ont pas comme problème. Donc, dans cette course aux armements que les virus pratiquent depuis des centaines de millions d'années, puisque en l'occurrence, comme les picornaviridés dont fait partie le rhinovirus, ça fait plus de 100 millions d'années qu'ils existent, les virus ne peuvent que gagner, mais notre corps est quand même très bien fait, et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors, prenons les symptômes incarnés, j'improvise cette vidéo bien entendu, parce que je les vis à peu près chaque année, ces symptômes, j'ai fini par les kiffer, j'ai fini par me biohacker, j'ai fini par trouver des méthodes pour réduire le temps de convalescence, limite maintenant je kiffe quand j'en chope un. Bref, au passage, on va faire une parenthèse aussi, toujours à l'improvisade, concernant
évidemment, la maladie qu'a eu Juan Branco, elle n'était pas virale, elle était bactérienne. Et évidemment, elle était extrêmement suspecte. Hein. Seul un plumitif, on va pas dire journaliste quand même, faut pas déconner, de franc-tireur, pouvait vous dire que c'était une sorte de tourista random. Non, mais ces mecs-là, ils ont pas la moindre compétence scientifique. Hein. Je vous renvoie à Victor Garcia dans l'Express, qui disait qu'il était scientifique alors que le mec écrivait et commentait sur la science. Il avait fallu que je lui rappelle un petit peu par A plus B qu'un mec qui est dans les tribunes, en fait, c'est pas un footballeur. Bon. Victor Garcia, je voudrais vraiment être sûr. Est-ce que vous êtes scientifique vous-même? Absolument pas, non. Voilà, donc c'est très facile. Journaliste scientifique. Vous n'êtes pas scientifique de formation, vous n'avez pas pratiqué la science, il n'y a pas de honte à ça. Mais oui ou non, vous n'avez jamais pratiqué la science de votre vie, oui ou non, Victor Garcia? Ça dépend ce que vous entendez par pratiquer la science. Étant donné que je suis journaliste scientifique, il m'arrive, j'écris quasiment tous les jours sur ces sujets-là et je parle à des scientifiques. Ah, d'accord, vous commentez la science. Je veux dire, quelqu'un qui est dans les tribunes n'est pas footballeur, on est bien d'accord avec ça. Bah, les mecs de franc-tireur, je pense qu'ils pensent qu'ils sont scientifiques, alors qu'ils ont même pas le niveau de l'épreuve d'économie du bac, hein, faut être très très clair. Donc ces mecs, là aussi, rasoir de Hanlon oblige, on va pas attribuer à leur malveillance, qui est pourtant évidente, quelque chose qui peut être attribué à leur connerie aussi, puisqu'après tout, ils sont complètement incompétents en matière de science. Pour revenir sur ce qu'a eu Juan Branco, c'était extrêmement suspect, c'était un streptocoque du groupe A, et qui était multirésistant, et ça se chope pas n'importe comment, n'importe où, et d'ailleurs, les services le font, quand quelqu'un doit parler, vous pouvez lui administrer une strep throat, donc la gorge à streptocoque. Alors là, c'est des symptômes beaucoup plus violents, avec des fièvres très élevées, et vous avez vraiment une gorge purulente, l'angine blanche, comme on l'appelle, et là, vous pouvez plus parler. Hein. Là, si vous êtes parti pour faire une tribune sur le Rwanda et le Congo, comme apparemment Maître Juan Branco était parti pour le faire, là, c'est mort, vous allez plus parler pendant un certain temps. Or, tomber sur une souche qui est multirésistante à un énorme spectre d'antibiotiques, alors que évidemment les souches dans la nature, elles n'ont pas du tout tendance à être multirésistantes. En réalité, elles le sont que quand elles sont développées dans des hôpitaux, soit de façon nosocomiale, soit de façon recherche, si vous voulez, soit de façon ingénierie. Vous avez un streptocoque qui est tout à fait suspect, d'autant que Juan Branco ne l'a pas développé dans un cadre hospitalier, il n'a développé les symptômes que plus tard. Ajoutez à ça que l'hôpital, qui l'a très bien traité par ailleurs, n'a pas voulu lui filer la séquence. Alors là, énorme red flag, vous séquencez un streptocoque, normalement, vous pouvez vous dire « Oh, ça viendrait pas de telle zone géographique, ça viendrait pas de tel centre de recherche en maladies bactériologiques ou en armes bactériologiques. » Non, là on vous donne pas la séquence, comme ça, il n'y aura pas d'indice, il n'y aura pas d'inculpation possible. Je rappelle que Didier Raoult, c'est justement en chopant la séquence de l'anthrax qui avait été envoyée par un petit malin dans des enveloppes aux États-Unis à l'époque de la panique sur la guerre en Irak, qu'il avait bien sûr démontré que la souche venait de Fort Detrick aux États-Unis. Alors de là à se dire qu'on n'a pas voulu filer la souche qui a infecté Juan Branco pour pas qu'on puisse la tracer, je n'ose évidemment formuler cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, dans la vraie presse, c'est-à-dire ici, pas dans Franc-Tireur, vous pouvez voir que la science c'est un peu plus compliqué que ça et qu'au passage, ce plagiat, parce que c'était un plagiat d'un bon mot qui avait été posté sur X, qui venait pas du tout de cet article de Franc-Tireur, Fidèle gastro, non, pas de bol, c'était pas une gastro, c'était une strep throat. Mais cependant, quand je vois ce que déclarent les journalistes de Franc-Tireur, je me dis que eux, en tout cas, ont du mal à faire la différence entre leur gorge et leurs intestins, et que c'est sans doute pour ça, rasoir d'Hanlon, encore une fois, qu'ils ont commis cette débilité dans leur torchon. Mais tournons donc cette page. Donc, les virus, pas les bactéries, comme les streptocoques du groupe A, qui donnent la strep throat. Vous avez chopé par exemple un rhinovirus. Il va donc s'attacher aux cellules épithéliales de votre gorge, de votre pharynx ou aussi vos muqueuses nasales. Et donc là, il va envoyer son matériel génétique pour se faire répliquer. Et ça va commencer à produire les symptômes. Alors pour ça, il faut qu'il s'accroche. Donc un virus, qu'est-ce que c'est? C'est quasiment pas vivant ou c'est peut-être des formes vivantes. Ça viendrait peut-être des bactéries aujourd'hui dans l'histoire du vivant. D'ailleurs, grâce aux travaux du professeur Raoult, au passage, on sait que vraisemblablement, le dernier ancêtre unicellulaire commun à toutes les formes de vie sur Terre, était très probablement eucaryote, c'est-à-dire qu'il avait un noyau, c'était une forme de vie complexe. Donc, vraisemblablement, si on poursuit cette hypothèse, les virus seraient des formes de vie qui ont dévolué, qui se sont simplifiées, parce que là aussi, comme le démontrent les travaux du professeur Raoult, en fait, la malfaisance virale, la malfaisance bactérienne, elle a plutôt tendance à arriver quand vous réduisez la quantité de génome, pas quand vous l'augmentez. C'est pour ça que Didier Raoult ne croyait pas du tout au gain de fonction.
Heureusement d'ailleurs qu'il n'avait pas été écouté, sinon des tarés comme Fauci auraient pu faire de vraies armes encore plus dangereuses. Donc vraisemblablement un virus, ça pourrait être soit une bactérie, soit une cellule même à noyau, un ancêtre de cellule à noyau, descendant de cellule à noyau, pardon, qui aurait dévolué, qui se serait simplifié. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un ballon de foot, on appelle ça une capside, fabriqué avec des protéines qui sont finement emboîtées et qui ont tendance à s'auto-assembler. Vous avez ces vidéos comme ça qu'on trouve sur Internet où on vous fait un modèle de virus géant avec des aimants et puis on le met dans un tube en plastique. On secoue le tube et pouf, la capside, le ballon de foot, se forme automatiquement. Cet auto-assemblage est typique en biologie moléculaire. Donc vous avez cette capside et parfois vous avez une membrane autour de la capside. Une membrane, c'est une bulle de savon concrètement. C'est même techniquement une double bulle de savon inversée si on voulait être pédant, parce que sur le plan biochimique, c'est ça, une double bulle de savon inversée. Je vous renvoie à ma conférence des origines de la vie à l'émergence du neurone où j'explique ça. Donc parfois, certains virus, comme influenza ou coronavirus ou le VIH, sont enveloppés d'une membrane. Les rhinovirus, donc les picornaviridés, entérovirus, rhinovirus, autres, eux sont encore plus simples, c'est juste un ballon de foot en protéines. Donc ce ballon de foot, il se colle à vos cellules, il rentre dans vos cellules, et là, il envoie son génome pour se faire répliquer. C'est un peu comme, vous savez, la fabrication des maquettes. Avant les maquettes en plastique, vous aviez une seule pièce en plastique qui couvrait toutes les pièces et il fallait les couper avec des pinces. C'est exactement comme ça que la capside virale est fabriquée. Vous avez une seule longue protéine qui est faite en une seule fois et ensuite elle est clivée, c'est le terme qu'on utilise, elle est clivée en plein de petites protéines qui vont former la capside et qui vont s'auto-assembler avec bien sûr le génome du virus dedans qui déjà va muter à l'intérieur même de votre corps. Vous allez avoir une horde sauvage, c'est comme ça qu'on commence à les appeler, de plein de variants différents parce que le virus va muter, c'est ça qui lui permet de s'adapter. À ce moment-là, les symptômes vont commencer à apparaître. Donc vous avez une tornade inflammatoire, ce qu'on va appeler la tempête cytokinique. Dans le cas d'un rhinovirus, vous n'arrivez pas jusqu'à ce niveau d'inflammation. Mais vous avez des interleukines, des interférons, du tumor necrosis factor qui sont envoyés dans votre corps pour faciliter la réponse du système immunitaire inné, celui qui réagit immédiatement. Donc les macrophages, les éosinophiles, en gros, dans Il était une fois la vie, pour les plus vieux d'entre nous, les gros gendarmes gourmands qui vont bouffer tout ce qui bouge. Ça, c'est les macrophages, c'est le système immunitaire inné, il réagit immédiatement. Et évidemment, il vous permet d'avoir une première ligne de défense contre votre infection. À ce moment-là, au passage, si le virus se reproduit rapidement, c'est là que vous avez plus de chances d'avoir des symptômes longs. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut attraper froid. Dans le cas des picornaviridés, spécialement le rhinovirus, vous avez une température optimale de reproduction de l'ordre de 33 degrés. Par exemple, la température optimale pour la spermatogénèse chez l'homme, c'est 34-35. C'est pour ça que les testicules sont entre guillemets, à l'extérieur du corps, à l'extérieur du tronc, contrairement aux gonades féminines qui, elles, sont à l'intérieur du ventre. Ce qui fait d'ailleurs que, du coup, quand vous avez des règles, même si c'est l'utérus qui fait le plus mal, eh ben, vous avez plus mal. Mais du coup, pour les hommes, évidemment, les testicules étant à l'extérieur, ils sont beaucoup plus sensibles. Enfin, ils sont beaucoup plus exposés à des chocs, n'est-ce pas? Ayant fait du rugby moi-même, je sais de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, là, vous avez donc ces 35 degrés optimaux. Si vous avez 33 degrés optimaux pour un rhinovirus, si vous prenez froid de façon prolongée, plusieurs heures à la gorge, d'où l'intérêt de porter une écharpe, etc., eh ben, vous avez plus de chances d'attraper froid. C'est pas du tout une légende, parce que en fait, le taux de réplication du virus va être bien meilleur. En fait, c'est comme si vous laissiez de la bouffe en dehors du frigo. Si vous laissez de la bouffe en dehors du frigo à température ambiante, c'est comme si elle avait passé 5 jours dans le frigo. Une nuit, un jour, 24 heures. 24 heures hors frigo, c'est comme si elle avait passé au minimum, vraiment c'est le minimum 5 jours, c'est même plutôt 10 jours, en termes de vitesse de réplication des bactéries dans la bouffe, en l'occurrence bactéries, pas virus, eh ben, les bactéries vont se répliquer comme si elles avaient passé 5 à 10 jours dans le frigo, si vous laissez une barquette de bouffe à l'extérieur 24 heures. Eh ben, avoir votre gorge exposée au froid, c'est la même chose, c'est pas un ratio de 1 à 5 ou un ratio de 1 à 10, mais en tout cas, c'est plusieurs heures, c'est un peu heure compte double pour la reproduction du virus si vous avez une sphère ORL qui a pris froid en réalité, parce que le rhinovirus, lui, il aime bien quand c'est à 33 degrés, et pour que l'intérieur de votre pharynx et de votre nez se rapproche de 33, il faut en effet que vous ayez vraiment pris froid, c'est possible. À partir de là, c'est vraiment une course entre la quantité de virus dans votre corps et la réaction du système immunitaire qui va déterminer vos symptômes. Donc dans les premiers jours, vous avez cette inflammation généralisée et c'est là que vous pouvez commencer à contrer les symptômes en prenant des anti-inflammatoires mais aussi des antioxydants qui sont d'ailleurs qui peuvent souvent avoir les deux rôles. Un exemple, c'est la vitamine C, la fameuse vitamine C qui était promue par Linus Pauling. Donc Linus Pauling, c'est un double prix Nobel non partagé, prix Nobel de la paix pour sa lutte contre l'armement nucléaire et prix Nobel de chimie pour l'hybridation des orbitales. On l'appelle l'Einstein de la chimie. Au passage, il
il aurait pu avoir 5 prix Nobel au minimum, puisqu'il avait découvert les origines de la drépanocytose comme première maladie moléculaire. Il avait découvert quasiment la structure de l'ADN avant Rosalind Franklin, qui s'est fait voler la découverte par Watson et Crick. Lui pensait que c'était 3 hélices. Oui, des fois, on a tendance à surcomplexifier les choses. En fait, ça n'en était que 2, mais il était à 2 doigts de trouver. Il a découvert l'hélice alpha, ça valait un prix Nobel aussi. Il a fait des découvertes sur le sang artificiel, ça valait encore un prix Nobel. Un mec incroyable, mais ça l'empêchait pas d'avoir dit certaines grosses conneries, hein, c'est l'apanage de tout le monde. Par exemple, il était assez eugéniste, lui il était pour que les gens qui avaient des tares génétiques portent une croix sur le front pour pas qu'on se reproduise avec eux. Un peu comme Margaret Sanger, hein, la patronne, enfin la fondatrice du planning familial, qui elle était totalement pour l'idée d'empêcher de se reproduire les gens de génome inférieur. Hein. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez sur elle. J'avais envie d'en faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Donc, Linus Pauling, en fait, avait promu la vitamine C pour lutter contre le common cold, la rhinopharyngite ou la rhinite, dans les années 70, et là, tout le monde s'était foutu de sa gueule. En fait, l'idée n'était pas du tout débile, mais vraiment pas, parce qu'en fait, la plupart des mammifères fabriquent leur propre vitamine C. Le chat, le chien fabriquent leur propre vitamine C, ils n'ont pas besoin d'en consommer par ailleurs. En fait, ils ont dans la chaîne de biosynthèse des gluconolactones une voie de biosynthèse de l'acide ascorbique. On l'appelle ascorbique parce qu'il empêche le scorbut, donc ascorbite ou ascorbate, parce qu'il empêche le scorbut. Vitamine C, donc. C'est un antioxydant très puissant, et donc c'est très intéressant, évidemment, quand vous avez un stress inflammatoire et un stress oxydatif très important, ce qui est le cas quand vous avez des interleukines, des interférons, du tumor necrosis factor qui est balancé dans votre corps. Parce que là, vous allez avoir, en fait, du fait de l'activité du système immunitaire inné, vous allez avoir beaucoup de radicaux libres de l'oxygène, donc un énorme stress oxydatif, qui va être libéré dans votre corps. Donc la vitamine C peut les capter. Elle a vraiment un effet pour alléger les symptômes, mais il faut la prendre à très forte dose. Donc on parle de la dose normale, la dose recommandée, les apports journaliers recommandés en vitamine C pour l'homme, si je me gourre pas, je dis ça de tête, c'est 40 mg par jour. Là, pour un adulte, là on parle plutôt de 1000 mg, 2000 mg par jour. Voilà, jusqu'à 3000 mg en 3 prises de 1000 mg par jour, toutes les 8 heures. On parle vraiment d'une saturation. Alors vous avez des toubibs de la vieille école qui vous diront « Ah là là, ça fait des urines très chères ». Non, pardon, mais la clairance rénale, c'est pour tous les médicaments en vitamine C ou pas. Quand on fait une chimio, par exemple, pour le cancer, on a une urine encore plus chère, puisqu'aux États-Unis, ça peut être des coûts de 5000 balles la dose, et que vous allez quand même la pisser, puisque ça sera en clairance rénale. Donc c'est complètement débile de dire « Ah oui, vous allez pisser la vitamine C ». Non, le but, c'est d'avoir une concentration élevée. D'autres privilégient le bleu de méthylène. Vous avez le professeur Laurent Schwartz, grand spécialiste du bleu de méthylène, qui est un antioxydant extrêmement puissant. En réalité, la vitamine C et le bleu de méthylène peuvent être pris ensemble. Donc, c'est pas du tout contradictoire. Vous pouvez avoir un haut dosage de bleu de méthylène, un haut dosage de vitamine C dans les premiers jours de l'infection virale pour alléger les symptômes. Alors après, selon ce que vous avez comme virus, par exemple pour l'influenza, donc la grippe, là c'est l'hémagglutinine, la protéine c'est l'hémagglutinine qui va causer la majorité des symptômes, plus bien sûr la tornade inflammatoire. Et l'hémagglutinine, là vous pouvez avoir des symptômes un peu allégés si vous pissez beaucoup, quoi. Si vous avez une urine, c'est pour ça qu'il y avait ce vieux proverbe you drown a cold, you drown a cold, il faut noyer un rhume, il faut noyer un rhume. Bon, c'est pas complètement idiot comme idée, parce que vous avez, alors cela dit, si vraiment vous avez une clairance rénale trop forte, ça va aussi cibler les interleukines, les interférons, etc. Alors vous aurez une réponse inflammatoire qui sera moins forte dans les premiers jours, sauf qu'il n'y a pas de repas gratuit, cette réponse inflammatoire, elle est là pour vous protéger. Et donc en réalité, les gens qui font ça, il y a certaines études qui l'ont démontré, vont avoir des symptômes plus longs, une maladie plus longue, parce que c'est en fait utile, cette inflammation initiale pendant les 3 premiers jours. Qu'est-ce qui fait qu'on guérit ensuite, qu'on guérit vraiment définitivement d'un virus? C'est bien pour ça que je vais vous parler des variants et que je vais vous parler du fait que les vaccins ne peuvent pas vous offrir une protection complète contre tous les variants de la grippe, contre tous les variants des coronavirus. Évidemment, c'est même pour ça qu'ils l'ont pas testé et qu'ils ont laissé des pseudo-journalistes dire que ça marcherait contre les variants à leur place, sans eux, bien sûr, avoir de responsabilité légale quand on allait leur demander « mais au fait, vos saloperies marchaient-elles oui ou non contre les variants ?» Eh bien, c'est parce que les virus mutent. On va encore une fois y revenir. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'on guérit ? C'est les immunoglobulines G. Vous avez 2 vagues d'immunoglobulines, une vague d'immunoglobulines rapide, immunoglobuline égale anticorps, ça veut dire anticorps. Immunoglobuline A, ça ce sont des anticorps à réaction rapide, vous allez commencer à les produire à partir de 72 heures après l'infection. Et ensuite les immunoglobulines G entre 5 et 7 jours après l'infection pour un système immunitaire en bonne santé.
Qu'est-ce qui fait que vous guérissez de la grippe? Qu'est-ce qui fait que vous guérissez d'un rhinovirus, d'un entérovirus, etc. Ce sont les immunoglobulines de type G. C'est elles qui terminent le virus et qui fait que vous n'avez plus la maladie. C'est pour ça, évidemment, que pour un virus, on dit qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Il y a de rarissimes exceptions que le généraliste de base ne connaît pas, mais qu'il peut être curieux et se renseigner pour les apprendre. Mais d'une façon générale, les antibiotiques ne fonctionnent peu ou pas du tout sur les virus. Vous avez de rares contre-exemples avec le Zithromax, l'azithromycine, pour donc certains virus enveloppés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, donc, qu'est-ce qui fait qu'on guérit d'un virus? Ce sont les anticorps de type G, les immunoglobulines de type G, et celles-là, elles sont longues à fabriquer. Pourquoi elles sont longues à fabriquer? Parce que c'est un piratage de code informatique. En fait, les immunoglobulines de type G reviennent mathématiquement, cryptographiquement, à deviner un code Wi-Fi pseudo-aléatoire. Je dis pseudo-aléatoire parce qu'il n'est pas complètement aléatoire. Qu'est-ce que c'est qu'un code Wi-Fi aléatoire, 100% aléatoire? Prenons par exemple un code alphanumérique. Eh bien, c'est un code où dans l'alphabet, alphanumérique signifie donc que vous avez des lettres, des chiffres, souvent des caractères spéciaux. Prenez un code de Wi-Fi standard. Aléatoire, ça signifie que chaque lettre, chaque terme est absolument aléatoire. Donc, s'il y a un A dans le code, ça ne veut pas dire qu'il y aura un B après. Chaque terme est complètement aléatoire. Donc, si vous avez par exemple 100 caractères possibles et que un alphabet de 100 caractères possibles et que le code fait 100 caractères de long, vous avez 100 puissance 100 codes possibles. Donc, il vous faudrait, pour faire par force brute, pour deviner par force brute, c'est-à-dire en faisant tous les codes possibles, 100 puissance 100 essais. Et c'est ce qui fait qu'un bon code est très difficile à craquer, voire impossible, hors ordinateur quantique ou hors H de l'univers. Eh bien, quand votre corps fabrique des immunoglobulines de type G, en fait, il est en train de craquer un code. Vos globules blancs, vos lymphocytes B, sont en train d'essayer de trouver la forme qu'a l'antigène, donc la protéine de capside du virus, pour pouvoir y coller. Et ils vont faire plein d'essais-erreurs par plusieurs générations. Plein d'essais-erreurs avec plein de guesses qui vont découvrir des bouts du code. Donc, ils vont découvrir un peu comme dans Motus. Vous voyez, c'est à peu près ça, le jeu Motus. Vous découvrez une lettre. Alors oui, il y a cette lettre, mais elle est peut-être là ou là, puis si jamais la lettre est encadrée en rouge, je crois que ça veut dire que vous avez la bonne lettre et qu'elle est au bon endroit. Et ben, c'est ce que va faire en fait le système immunitaire. Il va essayer de deviner la forme de l'antigène, et cette forme varie énormément. Je crois qu'on a plus de 150 variants déjà sur les rhinovirus. Et donc, c'est même incroyable que le système immunitaire puisse deviner ce code qui change tout le temps, qui change saison après saison, qui change génération après génération, qu'il arrive à le deviner en fait aussi vite, en seulement 7 jours. Rien que ça, c'est un truc complètement incroyable. Votre système immunitaire est un super calculateur. Il arrive à craquer un code qui a évolué pour être protégé, surprotégé. Moi, ça me fascine, ça. Le fait qu'il soit capable de faire ça, tout en n'attaquant pas vos propres cellules, évidemment. Tout en évitant des maladies auto-immunes type néphropathie, en l'occurrence à IgA, pas à IgG. Il y a des néphropathies à IgG aussi, je crois. Bon, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Dans tous les cas, donc, notre corps est capable de craquer un code. Et maintenant, c'est l'aspect cryptographique qu'il faut voir et qui explique pourquoi. En fait, c'est pas possible d'avoir un vaccin qui fait tous les variants de la grippe. C'est pas possible d'avoir un vaccin qui fait tous les variants des rhinovirus. C'est pas possible d'avoir un vaccin qui fait tous les variants des coronavirus, et que les virologues le savaient, et que les pharmaciens le savaient, et que Big Pharma le savait. Mais qu'évidemment, face au profit, ils ont décidé de ne plus le savoir. Il y a quelque chose de particulier tout de même, c'est que pour pénétrer vos cellules, il y a un récepteur qui ne change pas, qui est le récepteur de vos cellules à vous. C'est-à-dire que le virus, il crochette votre cellule, il crochette la serrure, et même si son système de crochetage change, la serrure elle-même, elle ne change pas. Elle, toute votre vie, ça va être la même, c'est des récepteurs qui seront les mêmes de votre naissance à votre mort sur les cellules de vos muqueuses. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi le système immunitaire, il n'exploite pas le fait que le virus doit forcément passer par là, doit forcément crocheter là? Et bien ça, c'est une question ouverte en biologie, à laquelle il a été répondu partiellement par l'hypothèse du canyon. L'hypothèse du canyon. Cette hypothèse dit que les virus, en particulier les rhinovirus, enfin les picornaviridae en général, ont une zone de leur protéine de capside qui est tellement petite que la palpation par nos immunoglobulines ne peut pas la toucher. C'est-à-dire que nos immunoglobulines sont des fat fingers. Fat fingers, c'est ce qu'on utilise quand un trader il met un zéro de trop sur un ordre en bourse, ça arrive. On appelle ça fat finger. En gros, il y a votre doigt qui a ripé. Vous vouliez commander 100 000 actions, vous en avez commandé 1 million, un zéro de trop, fat finger. En fait, nos immunoglobulines, elles sont fat fingered. Elles ne peuvent pas palper une toute petite zone qui, elle, mute très peu, parce que sinon le virus ne pourrait pas nous infecter. Une toute petite zone qui est le canyon, et celle-là, nos immunoglobulines ne peuvent pas
l'attraper parce qu'elles sont trop grosses. Les immunoglobulines G, on a ce qu'on appelle les chaînes lourdes et les chaînes légères. En fait, les chaînes légères sont les plus grosses en termes de volume. Et notre système immunitaire, à nous les humains, a évolué de façon à ce qu'on ait ce système d'immunoglobulines qui est fat-fingered. Parce qu'il y a des compromis dans l'évolution en permanence, et c'est le compromis qui a été fait pour nous. Du coup, la seule zone qui évolue très peu dans l'antigène des rhinovirus est une zone à laquelle nos immunoglobulines n'ont pas accès. Et elles ne peuvent que palper la zone qui a une énorme diversité, et ce qui fait que cette zone correspond à un code Wi-Fi qui changerait tout le temps, et que nos immunoglobulines doivent deviner, et encore une fois, c'est un miracle absolument incroyable qu'elles le devinent en seulement 7 jours. À partir du moment où elles l'ont deviné, le corps produit ces immunoglobulines qui vont se fixer au virus. À partir du moment aussi où ces immunoglobulines se sont fixées au virus, votre système immunitaire inné, les macrophages, vont bouffer le virus direct. Là, ils vont le reconnaître. Et puis surtout, le virus pourra plus vous contaminer, le virus pourra plus se déplacer aussi facilement entre les cellules, etc. Donc là, c'est la fin de la maladie. Après, bien sûr, vous pouvez continuer à avoir des symptômes parce que vous avez des surinfections qui peuvent être bactériennes puisque votre système immunitaire a été monopolisé par la lutte contre le virus. Au passage, c'est comme ça vraisemblablement que les morts de la grippe espagnole ont eu lieu. Ce qui me permet de vous faire un autre encart sur, en quelque sorte, le cube de dangerosité virale. Le cube de dangerosité virale, c'est un concept que je prends. Il n'existe pas comme ça dans la littérature, mais les virologues utilisent un concept similaire. C'est juste que là, je veux donner des métaphores mathématiques. Vous avez en pharmaceutique le cube de dangerosité d'une drogue, en particulier d'un narcotique, enfin d'une drogue illégale. Et donc, ce cube XYZ, c'est 3 axes. Sur 3 axes, vous notez si la drogue est toxique, c'est-à-dire le fait de la prendre vous dégomme le foie, le cerveau, etc., donc toxique, a un effet psychotrope fort, donc avec des effets qui vont altérer votre capacité de jugement ou de conscience fort, et si c'est addictif. Donc vous mettez toxicité, psychotrope et addictif. Et une drogue qui est les 3 à la fois, c'est le pire qui puisse exister. Par exemple, l'héroïne. L'héroïne, sur le cube de dangerosité en termes de drogue, elle a un très bon score dans les 3 matières. Elle est très psychotrope, très addictive, et sa dose de toxicité est très basse. Vous pouvez faire une overdose très rapidement. Alors évidemment, les autres opiacés aujourd'hui de synthèse, plus les nouvelles drogues de synthèse comme le crocodile, etc., sont encore plus hardcore. Je crois que le crocodile, c'est ce qu'il y a de pire, enfin fentanyl, crocodile, c'est vraiment ce qui explose le cube de toxicité en termes de drogue. Et bien pour les virus, c'est pareil. Vous avez un cube qui est, vous pouvez les placer selon un cube, qui est létalité. Est-ce qu'une fois que vous avez ce virus, vous avez de très fortes chances de mourir? Létalité, contagiosité ou transmissibilité et mutabilité. Ça, c'est le cube magique pour les virus. Est-ce qu'il est très mortel? Est-ce qu'il est très transmissible? Et est-ce qu'il mute énormément? Eh bien, vous n'avez aucun virus qui a les 3 à la fois. Vous n'avez pas de virus que l'on connaisse qui puisse être les 3 à la fois. On n'en connaît aucun. Avant, on vous disait si, on connaissait la grippe espagnole. Alors non, déjà, c'est pas la grippe espagnole, c'est la grippe américaine. C'est complètement factuel qu'elle venait d'une base américaine. On l'a appelée grippe espagnole par relation publique. C'est une grippe américaine, elle n'a rien à voir avec l'Espagne, premièrement. Deuxièmement, c'est clairement des surinfections qui ont tué ces gens-là. À l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques. Donc quand vous étiez en PLS, mal nourri, stressé par les infos, Deuxième Guerre mondiale qui vient de se terminer, tout ça. Première Guerre mondiale, pardon, qui vient de se terminer. Et que vous aviez donc cette grippe, pas d'antibiotiques, et je vous rappelle quand même qu'on était à une époque où la tuberculose tuait, une surinfection, elle vous terminait. Et la grippe espagnole, c'est pas un virus qui était très létal en soi. Donc, des virus qui sont à la fois très létaux, très transmissibles, très mutants, on n'en connaît pas. Même la variole. La variole ultra létale, c'est du niveau d'Ebola. Variole, Ebola, on est à peu près sur les mêmes taux de mortalité. La variole ultra létale, ultra contagieuse. Le Ebola est même moins contagieux que la variole, techniquement, mais pas très mutant. La variole, très facile de se vacciner. En fait, c'est tellement facile de se vacciner que le mot vaccine vient de vache, parce que les femmes de ferme, quand elles traillaient les vaches, elles chopaient une variole bovine, et que c'est pour ça qu'elles avaient la réputation d'être belles, parce qu'elles n'avaient pas les marques, les poxmarks, les marques de variole, des gens qui avaient survécu à la variole, comme je crois George Washington, qui vous faisaient des marques sur le visage. Elles ne les avaient pas parce qu'elles étaient vaccinées, elles avaient subi une vaccine. C'est donc à dire une variante du virus de la variole qui peut vous tuer et qui est une variole bovine. Ça vous prouve que la variabilité est très faible sur le virus de la variole. Si un virus bovin suffit à vous immuniser contre le virus humain, c'est que vous avez une variabilité antigénique extrêmement faible. Pareil d'ailleurs pour la variole du singe.
ou certaines autres varioles, ou même d'autres expositions à d'autres formes de cette variole peuvent vous protéger de la variole du singe, ou la variole du singe peut vous protéger de la variole dangereuse qui tue vraiment, la variole du singe évidemment ayant un taux de mortalité très faible. Donc il n'y a aucun virus qui a les trois à la fois. Ça c'est un énorme coup de bol dans l'évolution. Bon, c'est pas un coup de bol, hein, c'est les lois de la physique, mais on n'a aucun virus qui fait les trois à la fois. Vous avez des virus qui sont énormément mutants et qui se transmettent énormément, comme le SARS-CoV-2 par exemple, mais qui sont très peu létaux. Et vous avez des virus qui sont très létaux, comme l'Ebola, mais qui mutent très peu. Donc, maintenant, cette notion de mutabilité, je vous ai expliqué l'hypothèse du canyon et le fait que vous avez un code Wi-Fi qui change et que donc l'exposition à un premier code vous donne très peu d'informations sur le code qui viendra l'année prochaine, ou même aujourd'hui d'ailleurs avec les voyages internationaux. On rappelle quand même que quand on est en hiver dans l'hémisphère nord, on est en été dans l'hémisphère sud, donc en réalité c'est plus seulement tous les ans, mais c'est même tous les 6 mois que vous pouvez avoir une nouvelle vague de rhinovirus, ou même tous les 3 mois dans certains cas. Encore une fois, avec les voyages, c'est devenu la saisonnalité et les taux de mutation sont devenus encore plus exacerbés. Donc évidemment, ça rend l'efficacité des vaccins large spectre encore plus sujette à caution. En ce qui me concerne d'ailleurs, en tant que bon mouton en 2014, je m'étais fait inoculer contre la grippe. J'avais eu des effets secondaires de gros bâtards. J'avais été en PLS pendant 3 jours après mon inoculat. Et évidemment, ça n'avait pas raté. Une fois arrivé en Chine, parce que je m'étais fait vacciner avant d'aller en Chine pour pas avoir la gorge enrouée si j'avais des conférences à faire, j'ai chopé une grippe quand même, parce que le variant contre lequel j'avais été inoculé à Paris avait rien à voir avec celui que j'allais recevoir à l'aéroport de Shanghai. Et ça m'a, si vous voulez, vacciné pour de vrai, cognitivement, contre les conneries, les mensonges et le charlatanisme de Big Pharma. J'espère que ça en fera autant en ce qui vous concerne. Terminons cette leçon en virologie sur d'éventuelles possibilités, les anticorps monoclonaux. Donc un anticorps qui descend d'un seul globule blanc, leucocyte donc B, lymphocyte B, leucocyte, mais les leucocytes incluent les lymphocytes et les macrophages, etc. On l'appelle monoclonal. Donc qu'est-ce que ça veut dire monoclonal? Ça veut dire que c'est le même motus sur le mot de passe, c'est le même guess, la même devinette, c'est-à-dire en fait c'est le même code. Donc un anticorps monoclonal, ils ont tous la même séquence. Parce que vous avez des anticorps qui peuvent chacun avoir des bouts de séquences différents. Ils ont chacun fait un guess, un peu comme plein de concurrents au motus. Ont chacun fait une devinette différente, donc ils collent plus ou moins bien à l'antigène viral. Des anticorps monoclonaux, c'est tous le même guess. Ça vous donne d'ailleurs des trucs assez marrants, genre un prototype de préservatif qui pourrait découvrir les MST. Vous aurez une sorte de test ELISA dessus, avec des anticorps qui reconnaissent certains antigènes et qui changeraient de couleur si jamais il était en contact avec chlamydia. Donc là, c'est pas un virus évidemment, hein, ça c'est un microbe, dans le sens petit organisme eucaryote ou prokaryote, mais pas virus. Mais aussi, donc, ça pourrait détecter des virus, HPV, que sais-je. Ce préservatif change de couleur s'il détecte une maladie. Conçu par 3 ados britanniques, il contient des anticorps intégrés au latex qui réagissent au contact des virus ou des bactéries. Résultat, chaque infection a sa propre couleur. Vert pour la chlamydia, bleu pour la syphilis, jaune pour l'herpès ou encore violet pour les verrues génitales. Si ce préservatif est encore à l'état de concept, plusieurs scientifiques saluent sa créativité et son potentiel. Déjà récompensés pour leurs inventions, les adolescents ont même été contactés par une entreprise afin d'envisager un développement concret. Les anticorps monoclonaux, ça peut être vraiment une nouvelle avenue thérapeutique, en particulier les nanobodies, les petits anticorps. Je vous ai dit que nos immunoglobulines à nous étaient fat-fingered. Donc nos immunoglobulines à nous ont des gros doigts, elles ne peuvent pas palper la toute petite zone qui varie quasiment pas, le canyon, qui fait que les rhinovirus peuvent nous infecter. Et c'est pas le cas d'autres anticorps, d'autres animaux qui ont évolué séparément. Et on appelle ça donc une homoplasie ou une convergence évolutive, parce que, évidemment, vous n'avez pas d'ancêtre commun entre eux qui avaient cette capacité. Ces deux animaux, enfin ces deux clades précisément, ce sont les requins, les poissons cartilagineux, donc pas que les requins d'ailleurs, les raies, etc. Et les camélidés, donc ça inclut les lamas, les alpacas, la gigogne, et vigogne. C'est les gigognes, pardon, la vigogne et vicuña, voilà, vicuña. Et les chameaux, bien sûr, chameaux, girafes. Tous les deux ont des anticorps très particuliers, mais qui ont évolué séparément pour des raisons convergentes. En fait, les requins sont un peu comme dans un désert. La pression osmotique sur eux fait qu'ils ont besoin d'une concentration d'urate, d'acide urique, dans leur sang, très élevée, et ça, de très fortes concentrations d'urate dans le sang, ça bousille les anticorps.
Donc les immunoglobulines G grosses comme les nôtres pourraient pas survivre, pourraient pas garder leur forme dans un sang de requin. En plus, le sang de requin, comme il a des variabilités de taux d'urate très élevées, il force les immunoglobulines à pratiquer ce qu'on appelle un yoga moléculaire, ce qui fait que leurs anticorps doivent pouvoir être flexibles, très flexibles et continuer à être efficaces. On appelle ça le molecular yoga. Alors on le sait que les requins ont un taux d'urate très élevé, hein. Vous avez la recette de requin du Groenland, là, vous savez, les habitants du Groenland, ils vous font un requin, donc c'est le requin du Groenland, un animal qui peut vivre 400 ans, qui est très lent d'ailleurs, qui est souvent aveugle parce qu'il a des parasites dans les yeux, enfin bref, et qui bouffe des ours blancs. Voilà. Et quand vous êtes un gros viking type La Montagne, là, qui vient de deadlifter sa race, là, 512 kilos ou je sais pas, le mec qui soulève un cheval, quoi, en toute simplicité. Et ben quand vous êtes gros Alfthorn Björnsson là, et que vous voyez le prédateur qui bouffe le prédateur apical de votre écosystème, le prédateur apical de votre écosystème c'est l'ours blanc, vous voyez un prédateur qui est tellement balèze qu'il bouffe les ours blancs, bah vous vous dites, bah, moi je vais le bouffer, juste pour affirmer qui est le patron. Et donc ces mecs, en fait, ils font de la viande de requin du Groenland comme ça, là, séchée, bah, ça sent la pisse, en fait, ça a une odeur abominable parce que la quantité d'urate, d'acide urique dans la chair de requin du Groenland est très élevée. Ça fait donc que les requins ont des anticorps très particuliers qui sont tout petits et qui, eux, pourraient palper la zone canyon, par exemple, de l'antigène du rhinovirus. Donc, théoriquement, on pourrait, si on savait faire des anticorps monoclonaux de requins, là, pour le coup, vous faire des anticorps qui marchent sur tous les virus, tous les variants des rhinovirus. On n'aurait besoin que de quelques anticorps monoclonaux et il vous ferait peut-être même tous les picornaviridés, tous les rhinovirus en tout cas, tous les entérovirus. Vous auriez des anticorps qu'on pourrait vous injecter et qui pourraient neutraliser day one, donc pas au bout de 3 jours immunoglobuline A, pas au bout de 7 jours immunoglobuline G, mais là direct, boum, nanobody de requin. Je crois qu'on les appelle les NAR, New Antigen, je sais plus. Bon, mais on les appelle aussi les nanobodies. Et donc on vous injecterait ça, alors soit en intramusculaire, soit même par voie orale, un pchit comme ça dans le pharynx. Et boum, ça neutraliserait directement tous les variants. Alors il n'y aurait pas de repas gratuit, attention. Hein. D'abord, ça reste un corps étranger, c'est de l'anticorps de requin, c'est pas un anticorps qui vient de votre corps, donc ça pourrait provoquer des allergies. Dans les pires des cas, statistiquement, des chocs anaphylactiques. Donc vous en prenez et boum, vous avez un œdème de coin qui vous crevez, ça serait pas top. Ça arriverait forcément chez certaines personnes. Donc il faudrait d'abord le tester avec un allergogramme. Par exemple, demander aux gens, écoutez, on va vérifier comment vous réagissez aux anticorps de requin. On vous fait un allergogramme, on vérifiera comment vous réagissez. Et on vous le refait assez régulièrement parce que ça peut changer un allergogramme. Hein. C'est pas si vous l'avez fait une fois dans votre vie que c'est garanti pour toute votre existence. Mais sur le papier, et attention, entre le papier et le laboratoire et la réalité, il y a des années. Mais sur le papier, vous avez donc des anticorps qui ont des petits doigts. Ce sont les anticorps de requin et de camélidés. Alors pour les camélidés, c'est pareil, ils ne sont pas aussi petits que les anticorps de requin, mais ils sont très petits aussi. Et c'est pour les mêmes raisons, donc les camélidés, ils évoluent en milieu aride, donc ils ont des problèmes de pression osmotique majeurs. Un chameau, il peut vous boire tellement d'eau que normalement son cerveau exploserait. Quand un chameau boit, après une très longue période de sécheresse, il se prend un choc osmotique tel qu'un mammifère standard, comme vous et moi, son cerveau explose. D'ailleurs, vous avez des gens qui crèvent d'un œdème cérébral dans certaines sectes qui veulent se nettoyer en buvant des dizaines et des dizaines et des dizaines de litres d'eau. Ils ont un œdème cérébral et ils crèvent. Et le chameau, vu ce qu'il boit comme eau, il devrait avoir un œdème cérébral. Alors, son sang a évolué de plein de façons. D'abord, il a des hématies, donc des globules rouges qui sont biconvexes, et contre nous qui sont biconcaves, les hématies du chameau sont biconvexes. Et il a donc des anticorps qui peuvent supporter une énorme variabilité en ce qui concerne les problèmes osmotiques de son sang. Ça fait donc qu'il a des anticorps small-fingered aussi, et que donc des anticorps de girafe, des anticorps de chameau, de vigogne, d'alpaca pourraient être utilisés. Donc qu'est-ce qu'on ferait, hein? On ferait comme quand on fait de l'antivenin pour un venin de serpent. Pour faire de l'antivenin pour un venin de serpent, on l'injecte à un cheval. On récupère les anticorps du cheval, qui sont polyclonaux en l'occurrence, on ne prend pas des anticorps monoclonaux, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc là, on prend toutes les devinettes possibles qui collent au venin de serpent, sous forme d'anticorps, et on vous injecte ça, et boum, ça neutralise le venin. Là, ce serait pareil, c'est-à-dire qu'on injecterait des antigènes de picornaviridés à une girafe, une vigogne, un alpaca ou des requins.
ou des raies, hein, c'est pas du tout obligé de prendre des requins, hein, vous pouvez prendre un élevage de raies, et ça les tue pas, hein, quand vous injectez du venin à un cheval pour faire de l'antivenin, ça le tue pas non plus au passage. Évidemment, c'est ça l'enjeu. Et ensuite, vous récupérez les anticorps, vous les injectez, ça pourrait vous permettre de guérir immédiatement. Ça, ce serait la méthode de biohacking, entre guillemets, en tout cas de piratage du code de l'antigène, qui est mathématiquement plus solide que celle d'un vaccin, puisque, encore une fois, un vaccin qui soit à tous les spectres contre la grippe ou contre les rhinovirus, on n'en a pas. Et la raison pour laquelle on n'en a pas, c'est que notre système immunitaire lui-même n'en a pas. Un vaccin, ce n'est fait que pour mimer une partie de ce que votre système immunitaire sait faire. Et ça le fait d'ailleurs très mal. C'est pas mal dans certains cas, mais un vaccin n'est pas du tout aussi efficace que votre système immunitaire. Pourquoi ? Parce qu'un vaccin, c'est inerte. Votre système immunitaire, il est vivant. Il a une capacité d'adaptation et d'antifragilité. Il a une capacité de nombre de guesses, d'un point de vue mathématique, qui n'a rien à voir avec celle d'un vaccin, dont le nombre de guesses de devinettes est fixé en laboratoire. Un vaccin, il ne fait pas de nouvelles devinettes. Il n'a pas de nouvelles tentatives au motus. Un vaccin, il en a qu'une qui a été formulée par le fabricant et c'est tout. Alors que vous, votre système immunitaire, il fait des milliards de devinettes par jour. C'est pour ça que votre système immunitaire est évidemment, n'importe quel biologiste le sait, bien plus performant que n'importe quel vaccin. C'est des mathématiques, là, ça ne se discute pas. Parce que votre système immunitaire, en termes de théorie de l'information, il a le privilège de faire des milliards de devinettes par jour, alors qu'un vaccin, il fait une seule devinette qui est formulée en labo et ensuite ça vous est injecté. Au passage, maintenant, avec le vaccin, l'inoculat Pfizer, ARN messager contre le SARS-CoV-2. En quoi il consiste ? Il consiste à vous inoculer un ARN messager qui va forcer votre corps à fabriquer de l'antigène. C'est-à-dire que ce vaccin force votre corps à fabriquer de la protéine de pointe, à fabriquer de la protéine spike, qui est une toxine grave, dangereuse, inflammatoire, qui se bioaccumule dans tout un tas d'organes. La Fondation McCullough l'a démontré, et c'est pas uniquement avec leurs recherches à eux, ils ont analysé, ils ont fait des méta-analyses de tout un tas de recherches qui ont montré que la protéine spike se bioaccumule dans les ovaires, dans les testicules, dans le foie, dans le cœur et même dans les tissus cérébraux. C'est une toxine. Et bien, ce que fait ce vaccin, c'est qu'il vous formule une protéine spike, pas 2, pas 3, pas 4, une. Il force votre corps à la produire pour que votre corps fabrique des anticorps contre cette protéine spike, sachant évidemment que les SARS-CoV-2, les variants de coronavirus, ont plein de protéines spike possibles. Et du coup, ce super inoculat de la mort, il entraîne votre système immunitaire à réagir à une protéine spike, alors que, évidemment, le coronavirus peut en avoir littéralement des milliers, c'est fourchette basse, c'est ridicule même, mais c'est des milliers que vous pouvez avoir de formes et de sous-formes de protéines spike. Alors évidemment, quand vous avez un anticorps qui est entraîné sur une protéine spike, il peut quand même en choper 4 ou 5, 6, 10 différentes, mais certainement pas 1000. Du coup, avec ces inoculats, ce que vous faites, c'est que vous forcez votre système immunitaire à se coller sur une protéine spike dont vous savez à l'avance qu'elle ne sera pas celle de l'année prochaine, ni de l'année suivante, et en l'occurrence même pas de l'année prochaine, puisque le coronavirus évoluant dans des réservoirs animaux, si jamais il a évolué dans des élevages de mustélidés, donc par exemple des visons, eh bien, vous aurez tout un tas de protéines spike différentes que les anticorps que votre corps produira contre la protéine spike que votre corps a produit à cause de l'inoculat, eh bien, ne sauront pas reconnaître. Et c'est bien pour ça que Pfizer n'a pas testé son inoculat contre les variants, parce qu'il savait très bien que ça ne marcherait pas. Mais ce qu'il savait aussi, c'est qu'il y aurait tout un tas de pseudo-journalistes qui pensent être des scientifiques, qui allaient répéter à l'envi que, bien entendu, ceux qui sont vaccinés de doses n'ont pas de chance de faire la maladie. Ça, c'était un Premier ministre français qui est déjà dans les poubelles de l'histoire, qu'il l'avait déclaré à l'échelle nationale en utilisant son mandat de Premier ministre pour se donner de la crédibilité. C'était de la désinformation médicale. Eh bien, je vais terminer là-dessus. La meilleure façon de lutter contre la désinformation, c'est d'informer les gens, c'est de leur donner des cours de virologie, c'est de leur faire de la vulgarisation sur ce qui se passe vraiment quand on chope un virus. Quand la vie vous donne du citron, faites de la limonade. Quand la vie vous donne une rhinopharyngite, informez les gens sur la variabilité virale.